Découvrez que le fiancé de ma sœur avait déjà commandé des meubles pour mon chalet avant même que j'accepte le mariage. Salut les amis, vous avez une seconde? Laissez vos commentaires et abonnez-vous. C'est rapide pour vous, mais ça compte beaucoup pour nous. Très bien, plongeons dans l'histoire d'aujourd'hui. Publication originale. Je n'aurais jamais pensé écrire ici, mais j'ai besoin d'une perspective sur une situation qui me ronge depuis des semaines. Je m'appelle Lucas, 29 ans, et je possède un chalet à la montagne à environ 3 heures de l'endroit où vit la majeure partie de ma famille. Ce n'est rien d'extraordinaire, juste un endroit avec 2 chambres sur 2 hectares avec une vue descente sur la vallée, mais c'est le mien. Je l'ai acheté il y a 2 ans après avoir économisé pendant près d'une décennie, et c'est devenu mon sanctuaire loin du stress de mon travail d'ingénieur logiciel en ville. Ma sœur cadette, Sophie, 25 ans, s'est fiancée il y a 6 mois à son petit ami, Marc, 27 ans. Ils sont ensemble depuis 2 ans, et honnêtement, j'ai toujours pensé que Marc était un type correct, un peu passif. Lorsqu'ils ont annoncé leur fiançailles lors d'un dîner de famille, tout le monde était ravi. Mes parents ont immédiatement commencé à parler de lieux de réception et de planification, et c'est là que les choses ont commencé à se compliquer. Sophie a mentionné qu'elle avait toujours rêvé d'un mariage à la montagne. Les yeux de ma mère se sont illuminés et elle a immédiatement suggéré mon chalet. Ce serait parfait, s'est-elle exclamée. Propriété familiale, belle vue, et si intime. Avant que je puisse même comprendre ce qui se passait, Sophie piaillait d'excitation, parlant déjà de guirlandes lumineuses et d'arrangements de fleurs sauvages. Je veux être claire, j'aime ma sœur. En grandissant, nous étions compétitifs mais proches. Elle était l'enfant prodige, major de promotion, bourse complète pour l'université, fiancée à un avocat, tandis que j'étais le plus discret qui a mis 5 ans à terminer son diplôme en informatique. Mais j'ai travaillé dur, vécu frugalement, et ce chalet représente tout ce que j'ai accompli par moi-même. Lorsque j'ai hésitamment accepté de les laisser utiliser le chalet pour le mariage, Sophie m'a serré si fort que je ne pouvais plus respirer. « Tu es le meilleur frère du monde », a-t-elle dit. Mais ensuite, elle a commencé à parler de rénovation. Elle voulait repeindre l'extérieur, améliorer la terrasse, installer une piste de danse permanente et créer une suite nuptiale dans la chambre principale. Lorsque j'ai suggéré que cela semblait être des changements majeurs pour un événement d'une journée, elle a ri et a dit, « Eh bien, ça augmentera la valeur de ta propriété. » Marc m'a pris à part plus tard et a mentionné qu'il couvrirait les coûts de toutes les améliorations. Cela semblait raisonnable, mais quelque chose ne me semblait pas clair. Lorsque j'ai posé des questions sur le calendrier, Sophie a dit qu'ils auraient besoin d'un accès commençant 3 mois avant le mariage pour les préparatifs. 3 mois semblaient excessifs, mais mes parents me qualifiaient déjà de généreux et de merveilleux, et je ne voulais pas paraître égoïste. La semaine dernière, ma cousine Emma, 31 ans, qui travaille comme agent immobilier, est venue me rendre visite. Elle voulait voir le chalet car elle en avait tant entendu parler. Pendant que nous prenions un café sur la terrasse, j'ai mentionné les projets de mariage. L'expression d'Emma a changé immédiatement. 3 mois d'accès, rénovation majeure. Lucas, Sophie a-t-elle mentionné autre chose à propos du chalet? Je lui ai dit que Sophie avait fait quelques blagues à ce sujet, disant que ce serait leur lieu d'anniversaire et qu'elle et Marc adoreraient y passer tous leurs anniversaires. Emma a posé sa tasse de café assez fort pour la faire teinter. Lucas, tu dois écouter très attentivement. Est-ce que Sophie ou Marc t'ont demandé de signer quoi que ce soit? Des accords concernant le mariage ou les rénovations? J'ai eu un pincement au ventre. J'ai admis que Marc m'avait envoyé un simple accord concernant les rénovations que son ami avocat avait rédigé juste pour protéger tout le monde. Je ne l'avais pas encore signé, mais j'avais l'intention de le faire. Emma a demandé à le voir immédiatement. Première mise à jour. Les documents ne mentent pas. Emma a passé 2 heures à examiner l'accord que Marc avait envoyé. Son visage est devenu de plus en plus sérieux à mesure qu'elle lisait. Finalement, elle a levé les yeux vers moi avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Moitié colère, moitié incrédulité. Lucas, ce n'est pas un accord de rénovation. C'est pratiquement un transfert de droits de propriété. Si tu avais signé cela, ils auraient une revendication légale pour occuper le chalet pendant 3 mois,
apporter toutes les modifications qu'il jugerait nécessaires, et voici le clou, maintenir des droits d'accès continu à des fins commémoratives. C'est un langage juridique qui pourrait être interprété comme des droits de résidence partielle permanente. Je me suis senti comme si j'avais reçu un coup de poing dans le ventre, a poursuivi Emma. Il y a plus. La façon dont cela est écrit, s'ils établissent leur résidence pendant ces 3 mois et apportent des améliorations substantielles, ils pourraient potentiellement réclamer la possession adversative à terme, surtout s'ils peuvent prouver qu'ils ont entretenu et amélioré la propriété. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Cela devait être un malentendu. Sophie était ma sœur. Elle n'essaierait pas de me voler mon chalet, n'est-ce pas? Emma a suggéré que nous fassions une enquête discrète. Elle avait des relations au bureau des registres du comté et pourrait vérifier s'il y avait eu des demandes inhabituelles concernant ma propriété. Elle m'a également recommandé d'installer immédiatement des caméras de sécurité et de changer mes serrures par précaution. 2 jours plus tard, Emma m'a appelé avec des informations qui m'ont glacé le sang. Quelqu'un avait en effet fait des demandes concernant ma propriété, spécifiquement sur les privilèges, l'historique de propriété, et quelque chose appelé procédure d'établissement de TONI. Les demandes avaient été faites par un cabinet d'avocats, le cabinet d'avocats Mox. Mais ce n'était pas le pire. Emma avait fouillé les médias sociaux et trouvé le tableau Pinterest privé de Sophie intitulé « Notre maison de montagne ». Il était rempli de plans de rénovation, d'agencement de meubles et d'idées de décoration saisonnière pour mon chalet. Les descriptions parlaient de « notre maison d'anniversaire pour toujours et où nos enfants passeront les étés ». Une légende disait « J'ai hâte de transformer le bachelor pad de Lucas en notre refuge familial ». J'ai confronté Sophie le lendemain. Je suis restée calme, je lui ai simplement demandé directement ses projets à long terme pour le chalet. Au début, elle a joué l'innocente, disant qu'elle voulait juste le mariage parfait. Mais lorsque j'ai mentionné le tableau Pinterest, son comportement a complètement changé. « Tu es allée fouiner sur mes tableaux privés », m'a-t-elle accusée. « Sophie, c'est ma propriété. J'ai le droit de savoir si tu comptes emménager. » Elle a levé les yeux au ciel. « Mon Dieu, Lucas, ne sois pas si dramatique. Ce n'est pas comme si tu l'utilisais beaucoup de toute façon. Tu y es quoi? Un week-end par mois. Marc et moi l'apprécierions vraiment. Nous en prendrions soin. L'améliorerions. Maman est d'accord pour dire qu'il est logique qu'une propriété familiale revienne à quelqu'un qui fonde une famille. L'expression « propriété familiale » m'a frappée comme une gifle. Ce n'est pas une propriété familiale, Sophie. C'est ma propriété. Je l'ai achetée avec mon argent. L'argent que tu as économisé en vivant à la maison jusqu'à tes 25 ans, a-t-elle rétorqué, alors que j'ai dû contracter des prêts étudiants parce que je suis allée à l'université. Mais bien sûr, garde ton précieux chalet pour toi tout seul pendant que Marc et moi commençons notre mariage dans un appartement exigu. La conversation a dégénéré à partir de là. Elle m'a accusé d'être égoïste, de ne pas soutenir son bonheur, de devoir toujours la surpasser. Cette dernière accusation m'a stupéfiée. Je n'avais jamais essayé de rivaliser avec elle. Si quoi que ce soit, j'avais toujours eu l'impression de devoir rattraper ma petite sœur à succès. Emma m'a aidé à trouver un avocat immobilier le lendemain. Il a examiné l'accord et a confirmé tout ce qu'Emma avait soupçonné. Il m'a également aidé à rédiger un contrat de location approprié pour le mariage. Un seul jour avec des conditions spécifiques concernant les modifications et la responsabilité, pas de nuitée avant ou après, pas de rénovation sans approbation écrite, et absolument aucun droit d'accès continu. Deuxième mise à jour, l'explosion familiale. Lorsque j'ai présenté le nouvel accord à Sophie et Marc, l'enfer s'est déchaîné. Marc a essayé de rester calme, disant que mon avocat avait mal compris leurs intentions, mais Sophie a explosé. Elle a immédiatement appelé nos parents, pleurant en disant que je ruinais son mariage et que je la traitais comme une criminelle. Mes parents ont appelé quelques minutes plus tard. Ma mère était déçue que je complique les choses, tandis que mon père a dit que je devrais être honorée que Sophie veuille tant utiliser le chalet. La famille aide la famille, a-t-il dit. Tu ne veux pas que ta sœur soit heureuse? J'ai essayé d'expliquer l'accord original, mais ils l'ont balayé du revers de la main comme un malentendu. Marc est avocat, a dit ma mère.
Je suis sûre qu'il voulait juste que tout soit correctement documenté. Tu es paranoïaque. Emma, que Dieu la bénisse, est intervenue à ce moment-là. Elle a appelé mes parents et leur a expliqué exactement ce que l'accord aurait signifié en termes légaux. Elle a également partagé ce qu'elle avait découvert sur les demandes de propriété. Mes parents ont été choqués, mais ont quand même essayé de minimiser la situation. Peut-être que Marc était juste minutieux, a suggéré faiblement mon père. Le groupe de discussion familiale a explosé. Les proches ont choisi leur camp. Certains pensaient que j'étais égoïste avec mon chalet de célibataire, tandis que d'autres disaient que Sophie était trop exigeante. Ma tante, la mère d'Emma, a souligné que ce n'était pas la première fois que Sophie essayait de revendiquer des choses qui n'étaient pas les siennes. Apparemment, il y avait eu un incident à l'université où elle avait essayé de s'approprier la voiture de sa colocataire en établissant progressivement des schémas d'utilisation, puis en revendiquant la propriété partagée. Sophie a publié un long coup de gueule sur Facebook à propos de membres de la famille peu solidaires et de la façon dont certaines personnes ne supportaient pas de voir les autres heureux. Elle ne m'a pas nommé directement, mais tout le monde savait. Marc a posté à propos de proches jaloux essayant de saboter leur grand jour. J'étais prêt à céder. Le drame familial était accablant et j'ai commencé à me demander si j'étais égoïste. Peut-être que je devrais simplement les laisser avoir le chalet. Emma m'a dissuadé de faire cela. Lucas, a-t-elle dit, il ne s'agit pas d'un mariage. Il s'agit de respect et de limites. Si tu cèdes maintenant, où cela s'arrêtera-t-il ? Elle avait raison. Je suis restée ferme. Je leur ai proposé l'accord de location d'un jour ou rien. Sophie a répondu en me désinvitant du mariage et en annonçant qu'ils avaient trouvé un meilleur lieu, un complexe hôtelier coûteux que mes parents devraient maintenant aider à payer. Troisième mise à jour, la vérité éclate. 3 mois ont passé. Le mariage a eu lieu sans moi. J'ai vu les photos sur les réseaux sociaux. Ça avait l'air magnifique mais cher. Mes parents étaient froids envers moi et plusieurs membres de ma famille ont complètement cessé de me parler. Je passais la plupart des week-ends dans mon chalet, essayant de me convaincre que j'avais fait la bonne chose. Puis Emma a appelé avec des nouvelles choquantes. Elle avait participé à un événement de réseautage professionnel et avait rencontré un collègue de Marc. Après quelques verres, le collègue a mentionné que Marc s'était vanté de son brillant plan d'acquérir une propriété à la montagne grâce à un positionnement familial stratégique. Il avait apparemment raconté aux gens que son beau-frère naïf allait essentiellement céder une propriété de valeur pour le coût de quelques rénovations. Emma a enregistré la conversation. C'est un état de consentement à une seule partie. Le collègue a poursuivi en disant que Marc avait déjà fait cela, s'était installé avec la famille d'une petite amie, avait établi sa résidence, puis avait réclamé des droits de locataire lorsqu'ils avaient rompu. Il avait apparemment coaché Sophie sur la façon de m'approcher, de faire en sorte que cela ressemble à une simple demande de lieu de mariage tout en jetant les bases d'une revendication plus importante. Je me suis sentie mal. Ma propre sœur avait prévu de me soutirer mon chalet. Mais Emma n'avait pas fini. Elle avait également découvert que Marc et Sophie avaient déjà versé un acompte pour des meubles pour le chalet, avaient programmé des entrepreneurs pour les rénovations, et avaient même envisagé de changer l'adresse postale de certaines de leurs factures à l'adresse de mon chalet, tout cela avant que j'accepte quoi que ce soit. J'ai tout transmis à mes parents. Ma mère m'a appelé en pleurant, s'excusant de ne pas m'avoir cru. Mon père était furieux, non pas contre moi, mais contre Sophie et Marc. Ils ont confronté Sophie, qui a d'abord tout nié. Mais lorsqu'elle a été confrontée aux preuves, elle s'est effondrée. L'histoire qu'elle a racontée était à la fois pathétique et exaspérante. Marc l'avait convaincue que je ne méritais pas le chalet, que je n'avais pu l'acheter que parce que j'avais profité de nos parents pendant des années. Il avait dit que comme elle était celle qui fondait une famille, elle avait plus de droits sur une propriété familiale. Il lui avait fait croire que prendre le chalet était en quelque sorte juste, une façon de rétablir l'équilibre. Mais ensuite, Sophie a admis quelque chose qui a choqué tout le monde. Elle m'en voulait depuis des années. Non pas parce que j'avais plus de succès, mais parce que j'avais renoncé à la compétition familiale. Alors qu'elle se tuait à être parfaite, note parfaite, petit ami parfait, vie parfaite, j'avais tranquillement suivi mon propre chemin et trouvé le bonheur. Le chalet représentait tout ce qu'elle pensait avoir déjà accompli.
Tu étais censé être l'échec, a-t-elle dit en pleurant lorsque nous avons finalement parlé. Tu as à peine obtenu ton diplôme. Tu as vécu à la maison. Tu n'avais aucune ambition. Mais tu es heureux. Tu as ton chalet, ton travail. Tu aimes vraiment ta liberté. J'ai des prêts étudiants, un mari qui me voit comme une opportunité d'investissement, et des parents qui ne m'aiment que lorsque j'accomplis quelque chose. 4e mise à jour. Le dénouement. La révélation de la vraie nature de Marc et des ressentiments de Sophie a déclenché une avalanche de conséquences. Moins d'une semaine après que nos parents les aient confrontés, les fissures dans la relation de Sophie et Marc sont devenues des abîmes. Marc, réalisant que son stratagème avait été exposé, a tenté de contrôler les dégâts en blâmant tout sur la mauvaise communication de Sophie et les problèmes de jalousie familiale. Il a même eu l'audace de m'appeler et de suggérer que nous pourrions arranger les choses si j'étais raisonnable. Sophie, quant à elle, était en pleine spirale. Elle m'a appelé à 2 heures du matin un soir, ivre et en pleurs. Il n'aime même pas la montagne, a-t-elle sangloté. Il ne voyait que des signes d'argent. Il a calculé la valeur de ta propriété et a parlé de comment nous pourrions la louer sur Airbnb quand nous n'y serions pas. Il ne s'agissait jamais de notre lieu d'anniversaire. Il s'agissait toujours d'argent. Elle a révélé des détails plus troublants. Marc l'avait poussée à interroger nos parents sur leur testament, suggérant qu'elle s'assure d'obtenir sa juste part. Il avait fait des feuilles de calcul des actifs familiaux et avait des plans sur la façon de tirer parti des relations pour un gain financier. Le chalet n'était que la première étape d'un plan plus vaste visant à accumuler des biens familiaux. Mes parents étaient dévastés. Ils avaient payé la majeure partie du mariage, croyant soutenir le bonheur de leur fille. Maintenant, ils réalisaient qu'ils avaient financé le spectacle d'un escroc. Mon père l'a particulièrement mal pris. Il s'était toujours enorgueilli d'être un bon juge de caractère et se sentait humilié d'avoir été dupé. Emma, toujours l'investigatrice, a découvert que Marc avait des dettes importantes qu'il n'avait pas divulguées à Sophie. Des prêts universitaires, des dettes de cartes de crédit et une entreprise commerciale ratée l'avaient rendu désespéré. Le plan du chalet n'était pas seulement de la cupidité. C'était du désespoir déguisé en prétention. Sophie est retournée vivre chez nos parents. Elle a dit qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir, mais je soupçonne qu'elle savait déjà que le mariage était terminé. Marc a essayé de sauver les choses en suggérant une thérapie de couple, mais Sophie avait enfin déjoué sa manipulation. Il n'arrêtait pas de dire que tu étais l'égoïste, m'a-t-elle dit. Mais tu n'as jamais rien demandé à personne. Tu as juste travaillé et économisé et construit ta propre vie. C'est lui qui se sent le droit aux réalisations de tout le monde. 5e mise à jour. 6 mois plus tard, la vraie conversation. 6 mois se sont écoulés depuis l'annonce des fiançailles de Sophie qui a déclenché toute cette saga. Le paysage de notre famille a complètement changé. Sophie et Marc sont en train de divorcer. C'est compliqué. Marc a tenté de réclamer une compensation pour le travail émotionnel de la planification d'un mariage et les opportunités de carrière qu'il aurait sacrifiées en épousant notre famille dysfonctionnelle. Ces tentatives de réclamer des biens d'un mariage qui a duré moins de 6 mois seraient risibles si elles n'étaient pas si pathétiques. Mais la véritable transformation a été dans ma relation avec Sophie. Après avoir quitté Marc, elle a commencé une thérapie individuelle, pas une thérapie de couple. Son thérapeute l'a aidé à réaliser que la culture de compétition constante de notre famille avait déformé son estime de soi. Elle ne pouvait se valoriser qu'à travers les réalisations et les comparaisons. Nous nous sommes rencontrés pour prendre un café dans un endroit neutre. Ni le chalet, ni la maison de nos parents, juste un café tranquille en centre-ville. C'était la première conversation honnête que nous avions eue depuis des années, peut-être même de toute notre vie. Je t'ai haï pendant si longtemps, a-t-elle admis en enlaçant sa tasse. Pas une vraie haine, mais ce ressentiment brûlant. Tu sais ce qui était le pire ? Tu n'as même jamais su que nous étions en compétition. Elle avait raison. Je ne nous avais jamais vus comme des concurrents. J'essayais juste de survivre, de trouver mon propre chemin. Alors qu'elle accumulait les réussites comme des trophées, j'essayais juste de construire une vie qui me semblait authentique. Maman et papa nous comparaient toujours, a-t-elle poursuivi. Mais c'était subtil.
Sophie a eu des A, mais Lucas est si créatif. Lucas n'est peut-être pas académique, mais Sophie a parfois des difficultés sociales. Il pensait être équilibré, mais il nous montait l'un contre l'autre. Nous avons parlé de nos enfances, les voyant d'un œil nouveau. Chacune de ces réussites avait été assombrie par la question de savoir si c'était suffisant pour rester en tête. Chacune de mes difficultés avait été amortie par le fait de ne pas participer du tout à la course. Elle s'était épuisée sur un tapis roulant pendant que j'étais partie à la découverte de mon propre chemin. L'histoire du chalet, a-t-elle dit, fixant son café. Il ne s'agissait pas vraiment du chalet. Il s'agissait de gagner. D'avoir enfin quelque chose de plus grand que toi. Marc a alimenté cela, m'a fait croire que je le méritais, que le prendre était justice, mais c'était juste moi qui essayais de prouver que j'étais la personne qui réussissait. Je lui ai demandé ce que le succès signifiait pour elle maintenant. Elle a ri, mais c'était amer. Je ne sais pas. J'ai 25 ans, je divorce, je vis chez mes parents et je suis en thérapie. Selon mes anciennes normes, je suis un échec total. Mais je suis aussi soulagée, comme si je pouvais enfin arrêter de courir. Nous avons commencé à nous rencontrer chaque semaine, non pas pour nous réconcilier exactement, mais pour reconstruire. Nous devions apprendre à être frères et sœurs sans la compétition, sans les rôles que notre famille nous avait assignés. Ce n'était pas facile. Il y a eu des séances où de vieux ressentiments ont éclaté, où elle m'a accusé d'avoir eu la vie facile, où j'ai souligné qu'être étiqueté la déception familiale n'était pas exactement une partie de plaisir. Emma nous a parfois rejoints, apportant une perspective en tant que personne qui nous aimait tous les deux, mais qui avait clairement vu notre dysfonctionnement. Vos parents avaient de bonnes intentions, a-t-elle dit lors d'une discussion particulièrement intense. Mais ils vous ont élevés comme des chevaux de course, pas comme des humains. Tout était question de performance, de réussite, de comparaison. Aucun de vous n'a appris à exister sans se mesurer à quelque chose. Elle avait raison. Sophie n'avait jamais appris à se valoriser en dehors des réalisations. Je n'avais jamais appris à réussir sans la peur de l'échec. Nous étions les deux faces d'une même pièce endommagée. Dernière mise à jour. Trouver la paix. Au moment où j'écris ces lignes, un an s'est écoulé depuis l'annonce des fiançailles de Sophie qui a lancé toute cette saga. Le chalet est toujours là, inchangé par les projets de rénovation ou les manigances immobilières, mais tout le reste a été transformé. Sophie reconstruit sincèrement sa vie. Elle est toujours en thérapie, travaillant sur des années de perfectionnisme et de recherche de validation externe. Elle a obtenu un emploi dans une organisation à but non lucratif, moins bien rémunéré que son ancien poste en entreprise, mais plus épanouissant. Elle a des rendez-vous occasionnels, mais dit qu'elle doit apprendre à être seule avant de pouvoir être avec quelqu'un d'autre de manière saine. Le divorce de Marc a été finalisé le mois dernier. Il n'a rien obtenu, sauf la leçon que toutes les familles ne sont pas des cibles faciles. Nos parents ont fait leur propre introspection. Ils ont reconnu leur rôle dans la création de la dynamique compétitive entre nous. Ma mère a particulièrement lutté avec la réalisation que ces encouragements prenaient souvent la forme de comparaison. Ils essaient de changer, bien que les vieilles habitudes aient la vie dure. La semaine dernière, ma mère a commencé à dire « Sophie réussit si bien dans son nouveau travail. Peut-être devrais-tu, avant de se reprendre et de changer de sujet. » Emma est devenue la thérapeute familiale officieuse, signalant les dysfonctionnements quand elle les voit et refusant de nous laisser retomber dans les vieux schémas. Elle plaisante en disant qu'elle devrait nous faire payer ses services, mais je sais qu'elle est juste soulagée de voir ses cousins enfin agir comme une famille au lieu de rivaux. Quant au chalet, il est devenu quelque chose d'inattendu. Un terrain neutre. Sophie est venue le mois dernier pour la première fois depuis que tout a explosé. Elle se tenait sur la terrasse, regardant la vue et a dit « C'est vraiment magnifique. Je comprends pourquoi tu l'aimes. Tu es la bienvenue à visiter », ai-je dit, voulant dire en tant qu'invitée. En tant que ma sœur, elle a souri, et pour la première fois depuis des années, cela a atteint ses yeux. J'aimerais ça, mais peut-être pas encore. J'ai besoin de savoir qui je suis quand je n'essaie pas de te prendre des choses. Nous prévoyons un rassemblement familial au chalet pour Thanksgiving. Pas une prise de contrôle, pas une compétition, juste la famille partageant un espace et un repas. Mes parents viendront, Emma amènera son partenaire, et Sophie viendra seule, mais pas solitaire.
Nous aurons probablement du mal avec les vieilles dynamiques et devrons consciemment choisir de nouveaux schémas. Mais nous essayons. Le chalet qui a failli être volé est devenu un symbole d'autre chose. Des limites maintenues, des vérités révélées et des relations reconstruites sur l'honnêteté au lieu de la performance. C'est toujours mon sanctuaire, mon accomplissement, mon espace. Mais maintenant, c'est aussi un rappel que protéger ce qui est à toi ne signifie pas que tu ne peux pas le partager librement quand le moment et les circonstances sont propices. Sophie m'a envoyé un SMS hier. C'était une annonce pour un petit appartement qu'elle envisage d'acheter. Mon propre endroit, a-t-elle écrit, plus petit que ton chalet, mais le mien. Pas de combine, pas de manipulation, juste des économies et du travail. Ça fait du bien. J'ai répondu, je suis fière de toi. Et je le pensais. Elle a répondu, je suis fière de moi aussi. Et Lucas, je suis fière de toi de nous avoir tenu tête. À moi, si tu m'avais laissé prendre le chalet, nous n'en serions jamais arrivés là. Elle a raison. Parfois, la meilleure chose que tu puisses faire pour quelqu'un que tu aimes est de refuser d'encourager ses pires impulsions. Parfois, protéger tes limites sauve plus que ta propriété. Cela sauve tes relations, les forçant à se transformer ou à révéler leur vraie nature. Le chalet est toujours là sur ses 2 hectares, inchangé par les grands projets de rénovation. Mais tout ce qui l'entoure, chaque relation, chaque dynamique familiale, chaque compréhension du succès et de l'échec a été rénové de fond en comble. Et contrairement aux améliorations proposées par Marc, ces changements ont réellement augmenté la valeur de ce qui compte le plus. En y repensant, j'ai réalisé qu'il ne s'agissait jamais vraiment d'un chalet. Il s'agissait de 2 frères et sœurs élevés pour rivaliser au lieu de se connecter, essayant de trouver leur valeur par la comparaison plutôt que par l'introspection. Il a fallu une combine, une exposition, une dissolution de mariage et des mois de thérapie pour briser le schéma. Mais nous l'avons brisé. À quiconque gère des dynamiques familiales similaires, sachez ceci. Maintenir vos limites n'est pas égoïste. C'est nécessaire. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de dire non. Et parfois, une crise qui semble tout déchirer est en fait le catalyseur pour reconstruire quelque chose de plus sain. Le chalet reste mon sanctuaire. Mais maintenant, au lieu d'être un symbole de ce que j'ai accompli malgré ma famille, il est devenu un symbole de ce que nous avons accompli en tant que famille, la capacité de changer, de grandir et de nous aimer les uns les autres en tant qu'individus plutôt qu'en tant que concurrents dans une course qu'aucun de nous n'avait besoin de courir. Sophie et moi ne sommes pas des frères et sœurs parfaits maintenant. Nous avons toujours des moments de tension, de vieux ressentiments qui refont surface et des schémas auxquels nous devons consciemment résister. Mais nous sommes réels l'un avec l'autre d'une manière que nous n'avons jamais été auparavant. La performance a pris fin, la compétition est terminée, et ce qui reste, c'est juste nous, imparfaits, travaillant sur nous-mêmes, mais enfin libérés du besoin épuisant de mesurer notre valeur l'un par rapport à l'autre. Cela vaut plus que n'importe quel chalet.